Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'assister à ce live Facebook Santé Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de santé cardiovasculaire des femmes. Nous sommes en partenariat avec la Fédération française de cardiologie. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet si important, je suis très heureuse d'avoir sur ce plateau le docteur Catherine Montpère. Bonjour docteur. Bonjour Clara. Vous êtes cardiologue. Et Anne-Christine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous allez témoigner en fin d'émission. Merci beaucoup. Donc, vous le savez sûrement, vous le savez peut-être, en tout cas, on va beaucoup en parler aujourd'hui. La santé cardiaque, il y a énormément de choses à faire, des gestes de prévention, des conseils, on va en parler. Et on va aussi s'adresser plus particulièrement aux femmes, parce que peut-être qu'on le sait un peu moins, mais c'est un sujet très important pour la santé des femmes. Tout au long de notre vie de femme, depuis les premières règles jusqu'à la ménopause, les hormones féminines influencent énormément notre santé cardiaque. Donc on est vraiment là pour en parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous suivez ce live, à poser des commentaires, des questions, et nous essaierons au maximum d'y répondre. Et on va commencer tout de suite parce qu'on a plein de questions, docteur. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, s'il vous plaît, tout simplement vous présenter? Eh bien oui, donc je suis cardiologue avec une activité professionnelle tournée sur la prévention et la réadaptation cardiovasculaire. Donc j'ai pu effectivement constater au cours de mon activité professionnelle la sous-représentation des femmes en réadaptation cardiaque. J'ai pu constater également le fait de retard de prise en charge lorsqu'elles présentaient des symptômes de maladies cardiovasculaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien sûr accepté avec enthousiasme cette mission de coprésidence au niveau de la commission Cœur de Femmes de la Fédération française de cardiologie, justement pour pouvoir œuvrer dans cette activité de prévention. C'est ça. Cœur des femmes toutes concernées, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Mais justement, vous, de votre expérience de cardiologue, est-ce que vous constatez une augmentation des pathologies cardiovasculaires chez les femmes par rapport aux hommes? Alors effectivement, c'est un réel problème de santé publique, puisque malheureusement, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès chez les femmes en France. Avec ce constat qui est quand même un constat inquiétant, il y a d'autres éléments, des paramètres, disons, moins marquants, mais qui sont constants et qui concernent la santé cardiovasculaire des femmes les plus jeunes. C'est ainsi que l'on voit une augmentation permanente des hospitalisations pour infarctus du myocarde chez des femmes jeunes de moins de 50 ans qui normalement devraient être protégées par leurs hormones à cette période de la vie. On constate également que chez ces jeunes femmes, les complications cardiovasculaires sont plus fréquentes au cours de cette hospitalisation pour infarctus. Et paradoxalement, c'est dans ce créneau de femmes les plus jeunes que l'on voit qu'il y a réellement une sous-information du risque vasculaire dans cette population. Donc il y a réellement intérêt à focaliser aussi nos actions sur ces personnes. C'est ça. On n'est pas là, bien évidemment, pour affoler les gens, mais pour informer. Donc, quand même, savoir, et je crois qu'il y a une femme sur deux qui ne sait pas que les pathologies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les femmes. Une femme sur deux, effectivement. Et lorsqu'on les interroge, beaucoup vont parler du cancer du sein, par exemple, comme première cause de décès, alors que l'on sait que les maladies cardiovasculaires tuent 7 fois plus que le cancer du sein, par exemple. C'est ça. C'est ça. Eh bien, écoutez, on va tout de suite aller directement dans la prévention et dans l'hygiène de vie parce qu'on sait à quel point c'est important, ou plutôt on le sait, on va le rappeler aujourd'hui. On rappelle que nous sommes, si vous rejoignez ce live maintenant, en partenariat avec la Fédération française de cardiologie. Et docteur, tout simplement, vous qui êtes cardiologue et qui voyez des patients dans votre bureau, sûrement à longueur de journée, quels conseils essentiels on peut donner pour protéger son cœur? Alors, les conseils essentiels vont passer d'ailleurs d'abord par une évaluation de votre profil de risque, avec un score qui permet effectivement, à partir de paramètres simples, de voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre niveau de risque. Vous avez par exemple sur le site de la Fédération française de cardiologie un petit onglet qui s'appelle « Je me teste » où en quelques clics, vous avez déjà une évaluation de ce risque. Je vous interromps un instant, donc sur le site de la Fédération française de cardiologie, www.fedecardio.org. Tout à fait. Très bien.
Donc, ça va déjà vous donner une appréciation de ce risque. Éventuellement, si vous êtes dans un niveau de risque qui vous semble important, en parler à votre médecin traitant, bien sûr, qui pourra prendre des mesures nécessaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans une pathologie où vous avez essentiellement 80% de ces maladies cardiovasculaires qui peuvent être évitables par des modifications du style de vie. Donc ça, c'est quand même un élément réconfortant. La première chose à mettre en place pour protéger son cœur, on fait quoi? Il y en a plusieurs. Je pense que déjà, c'est ne pas fumer. Ne pas fumer. C'est réellement important. Je repense à ces femmes les plus jeunes. Quand on fait un infarctus à moins de 40, moins de 35 ans, c'est qu'on est une fumeuse dans 85% des cas. Donc c'est réellement un des premiers risques, particulièrement chez ces jeunes femmes. La seconde chose, eh bien, c'est tout ce qui concerne une alimentation équilibrée. Je ne parle pas de régime, mais c'est vraiment une alimentation équilibrée en évitant les plats ultra transformés. Et puis c'est l'activité physique. Je crois que franchement, c'est quelque chose qui va agir un petit peu sur tous les paramètres de santé cardiovasculaire et c'est le meilleur anti-âge que l'on connaisse actuellement. Bien sûr, d'autres éléments, on va en reparler un peu plus tard, mais sur le stress en particulier. Mais voilà, à partir déjà de ces 3 éléments, on a de bonnes bases. Tout à fait. Eh bien, le stress, on va en parler tout de suite. Là encore, on parle vraiment, on s'adresse vraiment aux femmes. Et les femmes sont souvent soumises à un stress qui peut être chronique. On parle de la fameuse charge mentale. Je pense qu'on est toutes les 3 d'accord pour dire qu'on y est soumise en permanence. Ce stress, il a quoi comme impact sur notre cœur ? Alors effectivement, vous relevez l'importance de ce stress, d'ailleurs qu'il soit chronique ou aigu. Il va retentir directement sur les paramètres cardiovasculaires. Le stress entraîne une décharge de ce qu'on appelle les catécholamines, c'est-à-dire des hormones qui sont libérées par les glandes surrénales, qui vont augmenter la pression artérielle, qui vont augmenter le taux de sucre dans le sang, qui vont augmenter le taux de cholestérol. Alors de façon infime lorsqu'il s'agit d'un stress chronique, de façon plus importante lorsqu'il s'agit d'un stress aigu, mais qui vont donc jouer directement sur le cœur. C'est ainsi que, en particulier chez les femmes jeunes, on a cette notion de stress chronique qui est plus fréquente, qui a un retentissement plus important. Lorsque les femmes sont hospitalisées pour infarctus et qu'on interroge un petit peu leur vie, on retrouve souvent des éléments de vie traumatiques qui peuvent remonter à l'enfance, avec un syndrome de stress post-traumatique qui est retrouvé assez fréquemment chez les femmes qui sont victimes d'un infarctus. Et puis, il y a également, donc, à côté de ce stress chronique, un stress aigu qui va déclencher des pathologies très spécifiques chez les femmes. Je pense en particulier à certains types d'infarctus liés à des dissections coronaires, c'est-à-dire des espèces de décollements de la paroi interne de l'artère coronaire, ou encore ce qu'on appelle le syndrome du Takotsubo, qui, lors d'une émotion intense, et là encore dans 90% des cas il s'agit de femmes, vont provoquer une espèce de sidération du cœur qui ne se contracte plus, justement lié à cet afflux de catécholamines au niveau de la paroi cardiaque, qui heureusement est réversible le plus souvent des cas. C'est ça. Et je crois que quand on est soumise au stress, on peut aussi avoir des problèmes de sommeil qui sont associés. Est-ce que vous pouvez nous dire, là encore, quand on a un mauvais sommeil, qui soit lié au stress peut-être ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est délétère pour le cœur ? Alors, effectivement, donc, le manque de sommeil est un élément de fatigue qui joue beaucoup. Et effectivement, si c'est lié au stress, utiliser des techniques anti-stress, bien sûr. Ce que l'on ignore aussi beaucoup et qu'on a négligé chez les femmes, c'est la fréquence des syndromes d'apnée du sommeil. Qui ne sont pas forcément l'apanage de l'homme un petit peu rondouillé et qui ronfle la nuit et qu'on retrouve chez des femmes. Voilà, donc rechercher la cause de ce trouble du sommeil, effectivement, est quelque chose d'important au niveau de la santé cardiovasculaire. C'est ça. On a aussi voulu vraiment faire ce live aujourd'hui avec la Fédération française de cardiologie pour battre en brèche certains préjugés. On le disait en tout début de live, oui, l'infarctus touche aussi les femmes autant que les hommes. On parle aussi de l'apnée du sommeil et effectivement les femmes sont concernées autant que les hommes et tout ça, ça peut avoir des conséquences délétères sur la santé du cœur. Voilà. C'est important de le dire. Et dire. surtout, ça peut être prévenu.
Et ça peut être prévenu, on est bien d'accord. Là, pour le coup, on va aborder des sujets qui sont plus typiquement féminins. Tout au long de notre vie de femme, on l'a vu, les hormones féminines influencent notre santé et notre santé cardiaque. Si vraiment, je vous pose une question très générale, après on rentrera dans le détail en fonction de l'âge des femmes, mais ces hormones féminines, elles sont plutôt amies ou ennemies de notre cœur ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, elles vont jouer un rôle tout au long de notre vie. En particulier, donc, le rôle des œstrogènes est quelque chose de majeur au plan cardiovasculaire. Ces hormones œstrogènes ont un rôle de protection durant donc toute la vie génitale de la femme, à condition bien sûr que cette protection ne soit pas annihilée par des facteurs de risque majeurs, et je repense en particulier au tabac. Hein. Mais ces œstrogènes vont avoir des effets tout à fait bénéfiques en termes métaboliques, c'est-à-dire que vous allez avoir une augmentation de votre bon cholestérol, une augmentation de l'élasticité artérielle, donc une moindre pression artérielle, une meilleure régulation de votre taux de sucre, qui sont donc tous des éléments qui concourent à la protection de votre cœur. Et cette protection, effectivement, à l'arrivée de la ménopause, va disparaître. Et c'est là qu'il va falloir également redoubler, j'allais dire, de précautions concernant tous nos facteurs de prévention. Tout à fait, ça je pense qu'on va en reparler un peu plus tard parce que c'est très important. Si on suit, on va dire, la chronologie, et là on s'adresse à nouveau aux jeunes femmes dont on parlait en début de live, j'en profite pour dire à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et maintenant qu'on est en direct sur Facebook en partenariat avec la Fédération française de cardiologie, et que vous pouvez bien évidemment poser des questions en commentaire sous ce live et on y répondra en fin d'émission. On parlait des jeunes femmes qui parfois sont sous contraception, qui prennent la pilule ou qui portent un stérilet. Quel impact ça a sur leur cœur? Alors effectivement, j'allais dire que le choix de la contraception est sans doute une des premières étapes clés à laquelle effectivement on doit faire attention à son risque vasculaire pour pouvoir choisir la méthode contraceptive la plus adaptée. Il existe donc des contre-indications à la contraception œstroprogestative lorsque, bien sûr, une contre-indication formelle si vous avez déjà fait un problème cardiovasculaire, si vous avez des antécédents de cancer du sein ou de cancers génitaux, des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Donc la contre-indication est se reporter sur d'autres types de contraception, un type de progestatif pur uniquement, de stérilet ou autre. Et il existe donc à faire un partenariat, j'allais dire, entre votre médecin traitant, votre gynécologue et le cardiologue, le cas échéant, lorsque l'on se retrouve effectivement être confronté à certaines pathologies. D'accord. D'accord. Je ne sais plus si vous l'avez dit, mais je pense que c'est bon de le rappeler. On est d'accord, pilule et tabac font très mauvais ménage pour la santé cardiaque. Alors très mauvais ménage, hein, puisque ça multiplie à plus de 10 le risque fois 10, le risque multiplié fois 10. par 10. Ah oui, c'est majeur, hein, de faire effectivement soit un accident vasculaire cérébral, soit un problème de thrombophlébite ou d'infarctus du myocarde. Hein, d'ailleurs, il y a eu une étude récente, l'étude WAMIF, sponsorisée par la Fédération française de cardiologie, infarctus chez les femmes de moins de 50 ans, 75% de fumeuses, 80% de contraception œstroprogestative. Oui, d'accord. Voilà. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On s'adresse toujours aux femmes jeunes. Il y a deux maladies dont on entend de plus en plus parler, c'est l'endométriose et le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Là encore, c'est des maladies malheureusement qui sont diagnostiquées toujours très tard. Il y a toujours une errance diagnostique. Est-ce que ces maladies ont un impact, là encore, sur la santé cardiaque des femmes qui sont souvent jeunes? Alors effectivement, ce sont des notions plus récentes. Mais qui effectivement des pathologies que l'on retrouve souvent dans le cadre de diagnostic d'infertilité. Pour l'endométriose, c'est quand même 10% des femmes. Et cela représente effectivement un risque, d'une part, d'avoir une hypertension artérielle et également, plus récemment, on a mis en évidence une augmentation de 17% de risque d'avoir un infarctus du myocarde chez ces patientes. Souvent après 7 ans d'errance et donc
non-traitement. Concernant les dysfonctions ovariennes, dont le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un risque là qui est augmenté de 30%, lié effectivement à une hypersécrétion d'hormones androgéniques qui favorise le diabète, qui favorise la prise de poids abdominale, qui favorise l'hypertension. Et dans ces deux cas, effectivement, d'infertilité, il faut absolument redoubler d'attention sur la prévention. Et puis, il y a également dans ce cadre, puisqu'on parle d'infertilité, on se penche actuellement, puisque maintenant on commence à avoir un recul, sur toutes les procréations médicalement assistées qui peuvent être aussi à l'origine de problèmes cardiovasculaires. D'accord. Donc là encore, il n'est pas question bien évidemment d'affoler, mais c'est bien d'être bien informé pour connaître tous les facteurs de risque. On va aborder une étape de la vie des femmes qui est aussi importante et souvent heureuse, c'est la grossesse. Et là encore, une fois de plus, on le rappelle, on n'est pas du tout là pour affoler, mais pour informer. Avoir porté une grossesse aujourd'hui en France, on est très encadré, très suivi et ça se passe très bien dans la majorité des cas, fort heureusement. Mais ceci dit, il y a quelques risques auxquels on peut faire attention, là encore, d'un point de vue santé cardiaque. Qu'est-ce qui peut se passer pendant la grossesse ? Alors effectivement, les grossesses, vous l'avez bien souligné, et c'est très bien, sont bien encadrées médicalement en France, en particulier traitées lorsqu'il existe une hypertension gravidique ou une prééclampsie, lorsqu'il y a un diabète effectivement gravidique. Et ce suivi et ces traitements sont tout à fait efficaces et efficients jusqu'à l'accouchement, qui se passe de façon fort bien dans la majorité des cas. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que ces pathologies, même lorsqu'elles ont disparu au moment de l'accouchement et après l'accouchement, vont être des marqueurs de risque vasculaire très rapidement dans les années qui suivent l'accouchement. C'est-à-dire qu'une femme qui aura présenté une telle pathologie va avoir un risque plus important de développer une hypertension ou un diabète, mais également un risque qui peut être multiplié jusqu'à 4 de développer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. Donc là encore, on a la chance de pouvoir avoir des mesures de prévention tout à fait efficaces et suivre ces femmes sur le long terme, sur leur risque vasculaire après leur grossesse. C'est très important. C'est très important. Merci pour ces précisions. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en fin de live. Merci beaucoup. On est toujours en partenariat avec la Fédération française de cardiologie. Docteur, on approche de la ménopause. Là, pour le coup, on est toutes concernées. Et on va encore parler de ces hormones féminines qui influent beaucoup notre santé cardiaque. La ménopause, c'est la chute de la production d'œstrogène. Concrètement, sur le cœur, là encore, ça a quelle influence ? Eh bien, de la même façon que l'on a parlé des effets de protection des œstrogènes durant la vie génitale, la ménopause, donc on va avoir une réduction de cette production d'œstrogène et donc une réduction de cette protection vasculaire, avec un réel chamboulement métabolique qui va se manifester par une augmentation du cholestérol, une prise de poids, mais souvent au niveau abdominal, dont on sait que ce n'est pas la meilleure prise de poids, avec également des problèmes de régulation glycémique, un risque de diabète accru et d'hypertension. Qui vont donc majorer le risque cardiovasculaire, en particulier de faire un infarctus du myocarde, puisqu'à ce moment-là, il y a un risque qui est multiplié par 4. Et on va retrouver le risque des hommes à ce moment-là de développer un infarctus du myocarde. Donc là encore, multiplier les actions de protection et de prévention cardiovasculaire. Et dont on a parlé déjà en début d'émission, mais vraiment par exemple l'activité physique, même modérée, mais régulière, ça permet vraiment de limiter les risques à ce moment-là de la vie. Oui, tout à fait. Bien sûr, on parle bien d'activité physique et non pas d'une activité sportive forcément de forte intensité. Pas besoin de se mettre au karaté. Oui. Pas forcément. Pas forcément, sauf si on en a envie. Voilà. Mais simplement une marche rapide, soutenue, 30 minutes par jour, est quelque chose de très efficace. Si vous le faites 5 jours par semaine, par exemple, ça va avoir des effets bénéfiques très, très rapidement. Le fait d'avoir des montres connectées aussi, vos
vos 10 000 pas par jour, vous allez voir que ça marche bien. Et puis, c'est un incitateur à continuer. Bien sûr, si vous pouvez avoir en complément des activités de renforcement musculaire, parce que c'est important également en complément, c'est très bien. Et puis là, on parle d'activité physique, mais on parle maintenant aussi de plus en plus de la sédentarité comme facteur de risque vasculaire. On connaît des sportifs sédentaires, entre guillemets. Et effectivement, ce risque est majoré en particulier depuis l'augmentation du télétravail pour les femmes qui sont en activité professionnelle. Et avoir des choses très simples, se lever, ne serait-ce que marcher 3-4 minutes chaque heure lorsqu'on est devant un écran. Ce sont des choses simples mais importantes. Très bien, merci pour ces informations. Et juste, on était en train de parler de la ménopause. Docteur, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce qu'il y a un lien, un risque bénéfique ou délétère entre le traitement hormonal de la ménopause et la santé cardiaque ? Alors, le traitement hormonal de la ménopause, c'est une véritable saga et qui n'est pas encore terminée à ce jour. Voilà. Ce que l'on peut en dire aujourd'hui, c'est que ce traitement hormonal de la ménopause n'est pas un traitement de prévention cardiovasculaire comme on le souhaitait il y a encore quelques années. En revanche, c'est un traitement tout à fait efficace des signes de la ménopause. Les plus spécifiques, c'est bien sûr les bouffées de chaleur, mais c'est également tous les autres signes associés, en particulier les syndromes génito-urinaires, les troubles liés à un syndrome dépressif, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, que des fois on ne rapporte pas forcément donc, à la ménopause et qui, de façon très efficace, peuvent être traités par le traitement hormonal de la ménopause. À condition, et cela c'est très important, que vous n'ayez pas un risque vasculaire important. C'est-à-dire que ce traitement hormonal pourra être donné à condition de ne pas avoir un risque important. Deuxièmement, qu'il soit donné sous forme d'œstrogène naturel, ce qui est le cas actuellement, sous forme par voie cutanée et non pas par voie orale, associé à un progestatif lorsqu'on a l'utérus en place. Installé pas trop tard après la ménopause, moins de 5 ans après la ménopause. La durée du traitement n'est pas encore bien connue. On préconise 10 années, mais enfin, il n'y a pas de choses encore complètement validées. Et on est en train, et c'est tout à fait bien, de voir en recherche des œstrogènes qui n'aient pas d'effet métabolique trop délétères. Voilà. Contre-indication absolue, c'est bien sûr des antécédents vasculaires, d'accidents vasculaires, d'infarctus, de thrombophlébite ou bien sûr les cancers génitaux du sein. C'est ça, pour le coup c'est rédhibitoire. Merci pour ces précisions. Anne-Christine, je me tourne vers vous. Je vous voyais écouter le docteur Monpère avec beaucoup d'attention. On est d'accord. Je vous remercie beaucoup d'être là et de votre confiance parce que vous êtes là aujourd'hui pour parler de quelque chose qui vous est arrivé. Vous avez tenu à apporter votre témoignage. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé il y a maintenant à peu près un an? Alors, en fait, j'étais dans la rue avec ma fille, donc je me promenais, comme d'habitude, un week-end. Et sans avoir aucun signe, même les jours avant, où en fait, j'ai été victime d'un arrêt cardiaque qui en fait a révélé un infarctus du myocarde. Donc je suis littéralement tombée par terre. Mon cœur s'est arrêté pendant plus de 20 minutes. J'ai eu de la chance d'avoir tout de suite des soins par une infirmière qui se trouvait juste à côté. C'est ça. Vous étiez dans la rue? J'étais dans la rue, sans aucun facteur de risque, vous êtes tombée par terre. Je me suis effondrée. Et là, vous avez eu de la chance d'avoir un ange gardien, une infirmière qui m'a tout de suite pratiqué les premiers soins. Ouais. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est vrai que c'est vraiment une chaîne de vie qui se met en route à ces moments-là. Ouais. Donc ensuite, le SAMU est venu, ils m'ont fait des électrochocs avec des défibrillateurs. Le cœur est reparti au bout de 4 chocs. Mais en fait, moi, je ne fume pas. J'avais 49 ans, je suis sportive, je ne suis pas en surpoids, je ne fais pas d'apnée du sommeil. Mon médecin ne m'avait jamais dit il faut faire attention. J'ai un peu de cholestérol, donc j'avais un peu de cholestérol, mais je venais de faire une prise de sang et on ne m'avait pas rappelé pour me dire il faut faire attention au cholestérol. Donc voilà, pas ménopausée. Et pourtant, ça m'est arrivé sans prévenir et vraiment
de manière très violente. C'est ça. Vous êtes vraiment là aujourd'hui. Le titre de ce live, c'est « Cœur des femmes toutes concernées ». Vous êtes vraiment là pour dire on est effectivement toutes concernées. Toutes concernées. Et vraiment, comme vous disiez, une femme sur deux n'est pas au courant. Bah, je fais partie de la femme qui n'était vraiment pas au courant. Parce que c'est vrai que moi, je fais attention au cancer du sein, que je fais attention, voilà. Mais alors, le cœur, c'est vraiment la chose. Bon, en plus, mon père est cardiologue, donc j'aurais dû être la première. Mais on ne m'a jamais alertée sur ça. Parce que je pense que je ne faisais pas partie, en fait, entre guillemets, des personnes à risque. Alors que oui, en fait. Donc après, vous parliez du stress. Et ça aussi, c'est très important parce que les femmes, en fait, on a un stress autant que les hommes. On parle souvent des hommes, mais bon, nous aussi, les femmes, on est vraiment en première ligne de ce stress. Et voilà, donc... Ouais. Et ce que je voulais aussi voir avec vous et vous faire parler là-dessus aujourd'hui, c'est vous avez donc, après cet accident cardiaque, été pris en charge dans un centre de réadaptation cardiaque. Ça consiste en quoi, en fait, un centre de réadaptation cardiaque? Dès que je suis sortie de l'hôpital, j'ai tout de suite été conduite vers un centre de réadaptation, donc le centre Bernouilly, à Paris. Donc là, en fait, on va 3 fois par semaine faire des séances en fait, de réadaptation cardiaque. Alors effectivement, on fait de la marche rapide, du vélo, on fait des exercices musculaires pour remuscler son cœur. On est pris en charge par une équipe de nutritionnistes, des sophrologues. Enfin, vraiment, on est très, très bien entourés. Et ça, c'est vraiment très, très important pour se remettre dans la vie. Parce que c'est ça, en fait, un retour à la vie. Ça. Et ça, c'est vraiment très, très bénéfique. C'est ça. Parce que vous me disiez là encore en préparant l'émission que vous avez eu la peur de votre vie. Oui, est-ce que dans ces cas-là, on a besoin d'un suivi psy? Oui. Moi, je sais que je suis suivie encore en ce moment par une équipe parce que j'ai vraiment été très choquée parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Et je pense que même si on s'y attend, on est quand même choqué. Donc là, c'était double. Et oui, il y a tout un processus qui se met en route. On se dit, si je l'ai fait maintenant, pourquoi je ne le referai pas maintenant? Et donc voilà, on rentre un peu dans un cercle vicieux. Et encore une fois, moi, ce que vraiment, j'ai vraiment une bonne hygiène de vie. On m'en a jamais parlé et j'aurais vraiment aimé en fait qu'on m'en parle. C'est ça. Parce qu'en fait, il existe aussi des solutions. On peut faire des tests d'effort. Donc justement, au centre où j'allais, il y a des tests d'effort à faire où on peut un peu suivre son état. Oui. Mais ça, moi, jamais on m'en a parlé. Il y a beaucoup de choses à faire. Et docteur Montpère, je me tourne vers vous parce que je crois aussi qu'au sein de la Fédération française de cardiologie, il y a des clubs Cœur et Santé. Ça consiste en quoi? Alors effectivement, les clubs Cœur et Santé qui sont vraiment répartis sur toute la France maintenant avec un maillage territorial très important, prennent le relais justement de ces centres de réadaptation cardiaque pour permettre effectivement une activité physique contrôlée, puisque c'est encadré par des personnes qui connaissent bien les pathologies cardiovasculaires et qui sont également, en plus de ces activités physiques, il peut y avoir des activités de relaxation et également des séances d'information. Donc ça, c'est effectivement très important pour ce qu'on appelle la phase 3 de la réadaptation. Et je pense que réellement le témoignage est important pour deux choses. Bon, ça met vraiment en exergue l'importance de la chaîne de vie et des gestes qui sauvent, qui font partie effectivement de la mission aussi de la Fédération française de cardiologie. Et là, on vient de voir effectivement les effets tout à fait favorables de quelqu'un qui sait masser, faire le 15 et défibriller. Voilà. Et la deuxième chose, c'est parler de l'effet bénéfique de la réadaptation cardiovasculaire. Réadaptation cardiovasculaire, c'est quand même une réduction de 25% du risque de décès cardiovasculaire par la suite. Donc, un effet qui est vraiment tout à fait significatif. Et ne pas aller en réadaptation, c'est une véritable perte de chance chez les patients. Et là encore, on s'adresse vraiment tout particulièrement aux femmes dans cette émission. Vous me disiez aussi, docteur, en préparant cette émission, il y a des femmes qui vous disent, en gros, non, je ne peux pas suivre cette réadaptation parce que j'ai ma maison à faire tourner et tout ça. Ça ne doit pas être une option, c'est très important. C'est vraiment très important, à tout point de vue, pour sa santé et
puis pour sa qualité de vie. On a parlé du retentissement psychologique important de ces maladies cardiovasculaires où d'une minute à l'autre, vous passez d'un état de bonne santé, entre guillemets, à malade, hein, avec toutes les questions sur son mode de vie qui se posent. Et vraiment, la réadaptation va aider dans ce processus. Super important. Très bien. Je vois l'heure qui tourne. On a des questions. Je voyais une question de Sébastien tout à l'heure qui demandait, et ça j'aimerais bien que vous nous disiez, Sébastien nous demandait quelle est la différence, est-ce qu'il y a des différences entre les symptômes d'un infarctus chez les hommes et chez les femmes? Alors effectivement, on lit beaucoup que les symptômes d'un infarctus sont différents chez les hommes et chez les femmes. En fait, je pense qu'il faut remettre vraiment les pendules à l'heure. De façon générale, on retrouve toujours une douleur thoracique qui est oppressante au niveau de la poitrine dans 80-90% des cas, autant chez les hommes que chez les femmes. Ce qui va différer, c'est essentiellement les signes quelquefois accompagnateurs qui sont plus fréquents chez les femmes. Je pense aux nausées, aux sensations de palpitations, qui sont des douleurs abdominales, qui sont peut-être plus fréquemment retrouvées chez les femmes. Mais c'est à peu près la seule différence. Ce qu'il faut vraiment dire, c'est que c'est peut-être que la douleur thoracique n'est pas considérée de la même façon lorsqu'elle survient chez un homme plutôt que chez une femme, où on aura tendance à parler plus des conséquences d'un stress chez une femme, alors que chez un homme, on recherchera peut-être plus systématiquement une pathologie cardiovasculaire. C'est ça. Je regarde également les questions qui arrivent. On a une question de Strohana qui nous dit « Mon père est décédé il y a 2 mois d'un arrêt cardio-respiratoire ». Et elle se pose la question en tant que femme de savoir s'il peut y avoir une part d'hérédité. Est-ce que elle, ça peut lui procurer un facteur de risque supplémentaire? Alors effectivement, ça peut être un facteur de risque, d'autant plus si cet arrêt cardio-circulatoire est survenu de façon précoce, c'est-à-dire moins de 55 ans chez les hommes, moins de 65 ans chez les femmes. Et à ce moment-là, effectivement, faire un dépistage dans l'entourage proche, bien sûr, enfants et collatéraux. Ça vaut le coup de faire attention. Tout à fait. D'accord. Il y a Régine qui nous remercie pour le lien qu'on a fait entre l'endométriose et la santé cardiovasculaire. Et aussi Armel qui nous demande l'hypertension, à partir de quel chiffre c'est dangereux pour la santé? Alors, ces chiffres peuvent varier un petit peu en fonction de votre âge, en fonction du fait que vous soyez diabétique ou autre. Enfin, généralement, il faut retenir le chiffre de 140 mm de mercure pour ce qu'on appelle la systolique. Il doit être inférieur à ce chiffre-là et moins 90 mm de mercure pour la diastolique. Merci pour ces précisions. Et bien sûr, répéter les mesures, parce que le seul fait que ce soit un médecin qui vous le prenne, par exemple, c'est l'effet blouse blanche, vous pouvez avoir une augmentation de votre pression artérielle, mais qui ne soit pas le reflet de la réalité. D'accord. D'accord. Il y a des gens qui nous demandent si le live va être rediffusé. Bien sûr, il sera rediffusé et vous pourrez retrouver ce live sur notre page Facebook, un live en partenariat avec la Fédération française de cardiologie. Je suis désolée, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. En tout cas, docteur, on arrive à la fin de ce live, je vois que l'heure tourne et je crois que c'est très important, peut-être pour les gens qui nous rejoignent en cours de live, de revoir avec vous les 10 règles d'or qui permettent vraiment de protéger son cœur et de mettre toutes les chances de son côté pour avoir vraiment un cœur en bonne santé longtemps. Si on revoit avec vous, je crois qu'elles vont apparaître à l'écran, ces 10 règles d'or, voilà, les voilà qui arrivent. Est-ce que vous pouvez les commenter avec nous, s'il vous plaît? Écoutez, bien sûr. Donc c'est notre commission Cœur de Femmes qui a donc écrit ces 10 règles d'or qui s'adressent aux femmes mais également aux hommes, avec les principes qui nous ont semblé vraiment les plus importants à mettre en œuvre, des choses tout à fait positives, hein, c'est-à-dire de vivre sans tabac, faire de l'activité physique et avoir une alimentation équilibrée, hein. Je ne parle pas de régime, bien sûr. C'est éviter donc ou limiter les boissons alcoolisées, c'est réduire bien sûr le stress et être aidé pour le gérer.
Et c'est également donc pouvoir avoir un sommeil réparateur. Et si ce n'est pas le cas, s'en occuper et faire un diagnostic. Et puis, il va y avoir bien sûr la surveillance du poids et surtout, j'allais dire, du tour de taille. Contrôler donc les paramètres biologiques avec votre médecin. Je pense au taux de cholestérol, je pense à votre pression artérielle. Donc, ce qui concerne plus spécifiquement les femmes, et on l'a vu, donc être vigilante, en particulier sur les différentes phases clés de la vie hormonale, la contraception, la grossesse et la ménopause. Ne pas sous-estimer les symptômes, ne pas hésiter à appeler les femmes. Souvent, tergiversent avant d'appeler, ont peur de déranger, priorisent leur vie familiale avant leur santé. Non, il faut effectivement prendre soin de sa santé. Et puis, lorsque l'on a fait un problème cardiovasculaire, ne pas négliger la réadaptation. C'est vraiment un bonus majeur dans sa vie et dans sa qualité de vie. Et on en a parlé. Merci beaucoup d'avoir commenté ces conseils avec nous. Je pense que c'est important. On arrive vraiment à la toute fin de ce live. Je crois, docteur, que vraiment en toute dernière question, vous vouliez aborder aussi un sujet important qui est la question de l'égalité homme-femme. Est-ce que les hommes et les femmes, quand on parle d'études scientifiques, de traitements pour lutter contre les pathologies cardiovasculaires, est-ce que hommes et femmes sont à parfaite égalité ? Alors effectivement, pendant longtemps, les études cliniques, en particulier en cardiologie, avaient des populations qui étaient en grande partie, j'allais dire à 90% quelquefois, représentées par des hommes et avec des conclusions qu'on donnait pour des pathologies chez les femmes et qui n'étaient pas forcément bien adaptées. Je pense en particulier à certains traitements comme dans les antihypertenseurs. Alors c'est quelque chose qui réellement est en train de s'améliorer rapidement au cours de ces dernières années. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des publications sur effectivement telle ou telle pathologie avec effectivement un focus dans les populations féminines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas encore tout à fait la parité, même loin de là, mais on voit une augmentation effectivement des femmes qui mènent les travaux de recherche dans ces pathologies cardiovasculaires. Et le fait important, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsque c'était une femme qui menait les travaux de recherche clinique, eh bien, spontanément, dans les populations qui étaient étudiées, on avait plus de femmes. Et effectivement, des conclusions qui pouvaient être à ce moment-là plus pertinentes. D'accord. Donc heureusement, on est en train de rattraper le retard. Oui, il y a une prise de conscience réelle. Très bien. Écoutez, ça peut être une note positive pour finir ce live. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, c'était un live Facebook Santé Magazine en partenariat avec la Fédération française de cardiologie que l'on remercie pour sa confiance. Docteur Monpère et Anne-Christine, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. On a appris beaucoup de choses. Merci. Bonne journée.